Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Julien Da Silva, je suis chargé de mission développement au sein de l'accompagnement solidaire et social d'Audience et je m'occupe notamment de la question des aidants. Je serai votre animateur tout au long de cet après-midi lorsque je serai accompagné de quatre de nos experts aidants et donc je serai amené à leur poser des questions qui vous permettront d'avoir un ensemble de sujets autour de la thématique des aidants. Alors nous, à Audience, ça fait à peu près 10 ans qu'on accompagne nos adhérents en situation d'aidant. Ce sont ce qu'on appelle des héros du quotidien, qu'on entend souvent dans les médias. On propose une prise en charge individuelle et personnalisée de nos adhérents, avec comme objectif de les amener en fait à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, avec toujours finalement en idée sous-jacente d'arriver à mieux vivre de leur situation d'aidant. Alors, on porte un focus très particulier sur la préservation de leur santé, que ce soit leur santé physique ou psychique. Et vous verrez que tout à l'heure, lors des exposés de différents intervenants, que nos accompagnements ne se limitent pas, vont bien au-delà de la simple aide financière. Alors les aidants, c'est aujourd'hui entre 8,3 millions et 11 millions de personnes qui sont concernées selon les différentes études qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est environ la moitié des aidants qui sont en activité professionnelle. On est à un salarié sur 6 qui est concerné, et d'ici 15 ans, avec l'augmentation du vieillissement avec le vieillissement de la population, nous serons aux environs d'un salarié sur 4 qui sera dans cette situation. Donc c'est un véritable enjeu de société aujourd'hui qui en fait entre dans la sphère professionnelle et que les entreprises le veuillent ou non, les entreprises vont devoir s'emparer du sujet. Certaines l'ont déjà fait depuis déjà quelques années. D'ailleurs, à ce titre, je tiens à saluer France Média Monde qui, la semaine dernière, a remporté le second prix du prix entreprise et salariés aidants. Donc je trouve que c'est un joli symbole, puisque c'était une semaine avant notre événement d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est la Journée nationale des aidants qui a lieu chaque année le 6 octobre. Et je trouve que c'est un joli symbole et aussi une récompense de la démarche globale qui est menée par France Média Monde depuis déjà quelques années. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit en fait dans la continuité de ce qui vous avait été proposé déjà l'année dernière. On avait pu intervenir sur des webinaires, donc on avait fait 2 webinaires avec des intervenants qui sont là également aujourd'hui. Voilà, je sais que Lucie Liborio, qui est donc la responsable mission diversité et handicap, avec le soutien de sa direction, continue à porter ce sujet bras le corps. Au programme aujourd'hui, nous aurons donc 4 ateliers. Le premier avec Justine Boyer et Mélissa Amoudi, qui sont toutes les deux assistantes sociales et qui prennent en charge toutes les deux des aidants familiaux pour Audience. Le second avec Sarah Niquez, qui est psychothérapeute spécialisée sur les danses. Le troisième avec Éric Dubreuil, j'ai inversé l'ordre des ateliers, finalement c'est Éric Dubreuil qui intervient en second sur la protection juridique des majeurs vulnérables. Et donc le dernier atelier avec Marie Félion qui vous présentera des solutions de répit avec un axe tout particulier au travers de la culture au niveau des solutions proposées par Audience et au-delà. Alors juste avant de commencer ces ateliers, je voulais quand même vous redonner une petite définition de qu'est-ce qu'un aidant, parce que c'est vrai qu'on parle de la Journée nationale des aidants, mais peut-être que c'est bien de commencer par définir le sujet. Donc je vais vous citer une définition qui est proposée par un collectif d'associations qui avait été proposée en 2006. Donc l'aidant familial, c'est quoi? C'est une personne non professionnelle qui vient en aide seule ou en complément d'un professionnel auprès d'une personne âgée dépendante ou d'une personne handicapée de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide est régulière, elle peut être prodiguée de façon permanente ou non, au domicile de l'aidant ou de celui de l'aidé.
Et donc ça, c'est une définition qui est communément reprise par l'ensemble des acteurs autour de l'aidance et qui a d'ailleurs été dernièrement retranscrit dans la loi de l'adaptation de la société au vieillissement de 2015. Voilà, donc je vais pas davantage prendre la parole. On va passer en atelier individuel chacun. Donc là, il va y avoir une petite transition. Juste pour information, je sais que Lucie m'avait dit qu'il n'y avait pas de questions en amont des ateliers. Sachez toutefois que, comme c'est un live YouTube, il y a un chat en direct sur lequel vous pouvez poser vos questions. Ce que je vous propose de faire, si vous avez des questions lors des différentes présentations que vous allez avoir, c'est de poser vos questions sur le chat en direct. Donc il suffira je crois que sur le chat, on vous a mis le mode d'emploi, comment faire pour déposer un commentaire. Et donc il y aura une table ronde finale à l'issue des 4 ateliers individuels, lors desquels je lirai vos questions s'il y en a. Donc n'hésitez pas, puisque l'idée c'est quand même qu'on puisse avoir un échange qui soit assez interactif avec vous. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, d'ici 2 minutes. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, on s'est quitté il y a 5 minutes. On accueille Mélissa Hamoudi, qui est assistante sociale qui s'occupe de l'accompagnement psychosocial des aidants pour Audience, et Justine Boyer, qui est votre assistante sociale au sein de France Média Monde, qui donc assure les permanences dans lesquelles vous pouvez la rencontrer. Alors, Mélissa, je vais commencer par toi. L'accompagnement psychosocial des aidants. J'avoue que moi ça ne me parle pas. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Oui, bonjour à tous et à toutes aussi. Oui, Julien, alors pour décrire un petit peu l'accompagnement psychosocial, je vais d'abord décrire un peu ce que c'est l'accompagnement tout court. Au sein de mon accompagnement que je propose aux aidants, je le décrirai avec 2 grands axes. Un premier axe qui est technique et administratif, et un deuxième axe plutôt émotionnel. Je souhaite aussi dire que l'accompagnement, il est personnalisé, qu'il s'inscrit quand même dans la durée, donc il est assez long, et qu'il s'adapte en fait tout au long de la durée de l'accompagnement. Il va s'ajuster en fonction des besoins et des ressentis de la personne aidante, avec comme objectif de pouvoir solliciter toutes les solutions possibles, de base et complémentaires, dans l'idée en fait de faciliter le rôle des aidants. Ok. Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand tu accompagnes un aidant au quotidien ? Alors, de manière plus concrète, il n'existe pas d'accompagnement type, parce que chaque aidant étant unique, son rôle et ses besoins le sont aussi. Donc, il n'y a pas d'accompagnement type. Ça va dépendre beaucoup de la personne et du moment où je vais rencontrer la personne aidante. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des points communs quand même dans les accompagnements, essentiellement 3. Le premier, c'est que dans tous les accompagnements, il y a plusieurs entretiens qu'on peut décliner en 5 phases. Donc la première phase, j'écoute. La deuxième phase, je pose pas mal de questions. La troisième phase, on passe à l'action. La 5e phase, on suit les démarches qu'on a faites et on s'assure d'arriver au bout de celle-ci. Et la 5e phase, je vais me concentrer sur les besoins de l'aidant. Le deuxième point commun dans les accompagnements psychosociaux, c'est l'expertise sociale. C'est-à-dire qu'en tant qu'assistante sociale, on a quand même des connaissances très larges sur l'ensemble des politiques sociales et des dispositifs, mais aussi des acteurs compétents. Donc, étant donné que chaque réponse sociale et financière va dépendre d'un organisme, l'expertise sociale fait qu'on est en capacité de mettre en œuvre des dispositifs dans le bon ordre pour faciliter en fait l'accès aux droits des personnes. Et le troisième point commun, en fait, c'est le rôle que je peux jouer dans les accompagnements. Donc, c'est un rôle d'interface et de pivot entre la personne aidante, les acteurs d'audience et les acteurs aussi externes. D'accord. Et tu m'avais parlé d'une aidante qui a accompagné sa sœur. Est-ce que tu pourrais en parler, l'évoquer pour illustrer un petit peu bien sûr. Comment tu travailles avec les aidants ? Oui, alors pour revenir un peu sur cette situation, c'est une aidante que j'ai rencontrée, qui a accompagné sa sœur en situation de handicap. Au moment où elle m'appelle, sa sœur sort d'une longue période d'hospitalisation. Elle n'a pas pu retourner à son domicile parce qu'il n'était pas adapté. Donc c'est la famille qui s'est organisée en fait pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne.
Et donc, elle m'a un peu évoqué tout ce qui avait été mis en place par l'hôpital pour que moi, je puisse aussi prendre le relais sur le suivi des démarches ou faire ce qui restait à faire pour les aider, que ce soit la personne en difficulté, l'aidante et l'entourage. Donc, il y avait des droits qui avaient déjà été ouverts. Le dossier MDPH a été fait en urgence par l'hôpital. Donc, elle avait droit à une aide humaine. Elle avait une mesure de protection qui était en cours, une habilitation familiale. Elle avait trouvé une résidence sociale qui était adaptée, qui pouvait accueillir sa sœur temporairement dans l'attente de trouver une solution de logement pérenne. Et puis, ils avaient déjà enclenché une structure d'aide à domicile pour les actes de la vie quotidienne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée en lien avec le département pour qu'elle puisse obtenir le versement de son aide humaine. Oui, qui n'est pas automatique. Du coup. Voilà, qui n'est pas automatique, il y a des démarches à faire, donc il faut rentrer en lien avec le département et puis avoir des échanges parce qu'il y a aussi des justificatifs de l'hôpital à donner. Donc je suis rentrée en contact avec le département et l'hôpital pour assurer ce versement-là. Et puis on a fait la demande de logement social ensemble. Voilà, et puis ensuite, on a essayé de se concentrer sur ses besoins à elle. Au moment où elle m'a appelée, elle n'avait pas identifié forcément des besoins personnels. Elle était vraiment en demande d'un soutien administratif pour assurer que l'ensemble des droits de sa sœur étaient ouverts pour stabiliser un peu la situation. Voilà. Pour conclure un peu sur cette situation et puis sur toutes les autres, finalement, parce qu'il y a un message essentiel que j'essaye de faire passer dès le premier entretien, c'est l'importance de l'ouverture des droits communs. Parce que de manière directe, ça va aider la personne qui est en situation de difficulté. Et de manière indirecte, ça va forcément soutenir l'aidant. Oui, oui, c'est vrai que, en fait, il y a le droit commun. Et puis après, souvent, il y a des aides extra-légales qui gravitent en fait autour du droit commun, dont d'ailleurs les aides d'audience. Mais souvent, elles sont déclenchées lorsqu'on a l'ouverture du droit commun. Exactement. Donc c'est là où c'est important. C'est une cascade finalement. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord ouvrir la base qui va nous permettre aussi d'apporter des réponses complémentaires. Donc c'est un panel en fait. C'est important de le dire parce que je sais aussi que l'accès au droit permet aux aidants d'ouvrir des propres droits. Par exemple, pour les aidants qui seraient salariés. Oui. Ça leur permet d'ouvrir des droits en entreprise. Oui. Justement, ça va être la transition avec Justine, puisque Justine, donc toi, tu es l'assistante sociale qui reçoit les salariés de France Média Monde. Du coup, toi, en fait, comment tu appréhendes en fait la situation les salariés aidants qui viennent te voir en permanence? Alors de mon côté, oui, j'interviens à France Média Monde à raison de 4 jours par mois. Les salariés peuvent venir me consulter pour toute problématique, qu'elle soit d'ordre privé ou professionnel. Du coup, ça peut être des questions de budget, familial, de logement, etc. Et c'est plutôt lors de rendez-vous pour une problématique donnée qu'on va soit mettre en lien la situation d'aidant familial, et la problématique pour laquelle ils sont venus, soit ils viennent directement parce qu'ils sont aidants. Donc en fait, contrairement à Mélissa qui intervient dans un dispositif dédié aux aidants, en entreprise, ils ne se savent pas toujours aidants. L'idée, ça va être aussi de comprendre un peu au quotidien comment ils vivent cette relation avec la personne aidée et si, du coup, ils sont aidants et définir cela pour ouvrir un certain nombre de droits. Justement, c'est un peu le constat qui est un peu partagé par tous les intervenants, ou les acteurs autour qui interviennent sur les aidants. C'est la difficulté pour un aidant de s'identifier en tant qu'aidant. Et toi, en fait, quand comment tu arrives à les amener en fait à prendre conscience de leur situation et du coup en fait à déclencher l'accompagnement en soi, quoi. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant, parce qu'on parle beaucoup du rôle d'aidant aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de personnes qui arrivent donc avec une problématique donnée, par exemple une problématique de logement, de budget, et en décortiquant un peu du coup cette problématique-là, en comprenant et en évaluant la façon dont ils vivent, on se rend compte qu'en fait ils sont aidants, et à ce moment-là il va falloir définir tout ça, et c'est souvent par le biais d'un accompagnement. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Parce que je sais qu'on en avait un petit peu discuté tous les deux. Tu m'avais donné des exemples de personnes qui venaient pour des problématiques complètement autres que liées à l'aidance. Est-ce que tu as un exemple là, sous la main à nous donner? Alors, pas forcément un salarié de France Média Monde, mais... Non, du coup, j'ai un exemple d'une autre entreprise dans laquelle j'interviens qui est similaire à celle de France Média Monde. L'exemple que j'ai, c'est une personne qui était venue et qui avait été orientée par un de ses collègues. Elle rencontrait des problématiques de budget. Donc, de manière générale et globale, on accompagne les salariés sur ces problématiques-là.
Et en évaluant le budget, on s'est rendu compte qu'entre ses ressources et ses charges, il y avait un équilibre correct. Mais ce qui faisait qu'il y avait un déséquilibre budgétaire, c'était tous ces frais anormaux, à savoir des frais de déplacement entre son domicile et en fait le domicile de sa mère, qui était dépendante, et tous les frais autres des courses ou l'aménagement du domicile. Et en fait, c'est en décortiquant tout ça, en évaluant la situation, qu'on a pu, toutes les deux, et elle aussi, conscientiser qu'elle avait ce rôle d'aidante. Et de ce fait-là, ça permet d'ouvrir un certain nombre de droits. Justement, tout ce qui est droit commun, par exemple, on a commencé un peu à sécuriser tout ce qui était domicile de sa mère, en se mettant en lien avec le centre communal d'action sociale, qui est souvent un interlocuteur clé, surtout pour les personnes âgées. On a mis en place la téléalarme, le portage des repas, le passage de la DMR pour les aides quotidiens. On a pu débloquer des fonds dans l'attente aussi d'ouverture de droits communs. Puis dans un second temps, on s'est intéressé à cette problématique de budget qui était à l'origine de la demande. De ce fait-là, on a sollicité justement le dispositif Audience Aide aux aidants qui a permis de prendre en charge tous ces frais anormaux et qui ont permis de rééquilibrer le budget de madame. Et puis dans un autre temps, puisque c'est un accompagnement qui a duré pendant de longs mois, on a aussi pris le temps du coup de s'intéresser un peu au lien entre ce statut et le travail. Et la salariée m'a confié aussi ses difficultés vis-à-vis de l'équipe, à gérer ses absences impromptues et ses congés durant lesquels elle ne se reposait pas tellement, la charge de travail qui était du coup transférée sur ses collègues présents. Donc le fait d'être en entreprise, ça a permis de mettre en place des journées de télétravail qui lui ont permis aussi de gérer mieux les déplacements, de continuer à être dans le travail, impliquée, puisque ça symbolisait pour elle aussi une bulle d'air, puis d'avoir toujours ses revenus qui étaient aussi importants. Et enfin, on a aussi pu s'intéresser au Café des aidants, qui est un dispositif qui existe dans sa commune, et on a pu lui permettre du coup de s'y rendre et d'échanger avec d'autres aidants. C'est un groupe de parole, oui, c'est ça. C'est ça. Donc ils discutent entre pairs, entre aidants, et c'est un lieu assez ressource. Et dans un second temps, justement parce qu'il y a eu tous ces mois qui se sont écoulés, on a aussi pu aborder les questions de protection juridique qui étaient très importantes pour toutes les deux, pour les protéger, et également l'avenir de son aîné, à savoir une éventuelle rentrée en établissement adapté. Ok. Alors, c'est vrai que à vous écouter toutes les deux, j'ai le point commun que je retiens en fait entre vos accompagnements, c'est finalement la notion de durée. Qui est, je pense, importante. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le temps, l'accompagnement sur la durée, c'est quand même quelque chose qui est précieux aujourd'hui, où maintenant tout est timé. Je pense que je partage cet avis, mais du coup, quel est comment dire ? L'intérêt. Oui, quel est l'intérêt pour l'aidant justement d'avoir cet accompagnement dans la durée ? Alors, de toute façon, le temps est notre allié et c'est primordial parce que le temps, il va nous permettre d'instruire des demandes, de laisser le temps aux administrations de traiter ces demandes-là. Nous, on est aussi rythmés par des temps de présence en entreprise ou en cellules spéciales, dispositifs aidants familiaux à audience. Donc, il y a cette notion de temps qu'on retrouve. Et elle permet aussi finalement aux personnes qui, comme dans l'exemple que j'avais pris, prennent conscience de leur rôle, d'accepter aussi qu'on aborde différents sujets d'emblée, dès le premier entretien, même en ayant diagnostiqué, entre guillemets, le statut, le rôle d'aidant de la personne, il aurait été inconcevable de parler tout de suite de protection juridique. Or, c'est très important et ça ne peut pas venir dès le premier rendez-vous. Finalement, il y a une relation de confiance aussi qui s'établit et donc du coup, vous pouvez aborder des sujets qui n'auraient pas pu être abordés dès le début. Oui. Puis la situation d'aidant, finalement, c'est quand même quelque chose qui dure en fait. Elle dure et souvent, la dépendance de la personne peut être de plus en plus elle dure, elle évolue. importante. Les besoins évoluent aussi. Et on se réadapte aussi en fonction des besoins, des droits qu'on a ouverts, etc. Et du coup, je reviens sur la partie, le lien avec France Média Monde, parce que du coup, finalement, la question la plus importante pour les personnes qui nous écoutent, c'est en fait, en tant qu'assistante sociale de France, au sein de France Média Monde, qu'est-ce que tu peux leur apporter en plus, et surtout quel est le lien en fait que tu fais avec l'entreprise ?
Alors l'intérêt d'avoir une assistante sociale du coup dédiée en entreprise, la première chose c'est qu'on accompagne globalement. Donc au-delà d'un dispositif, on va pouvoir traiter toutes les conséquences de l'aidance, à savoir les répercussions sur le logement, le budget, la famille. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir cette approche globale. Ensuite il y a la connaissance de l'entreprise, la culture, les dispositifs, les accords d'entreprise. Et également, du coup, toutes les personnes qui sont en interne qui vont permettre de mettre en place certains dispositifs. Donc c'est principalement l'intérêt de ça. Et il y a aussi le volet collectif et veille sociale. L'intérêt pour l'entreprise, c'est aussi de faire remonter du coup des constats et de pouvoir adapter des dispositifs, des réponses à ses salariés. Oui, puis tu m'as dit que tu faisais aussi le lien avec la mission handicap. Il y a aussi ce lien-là qui est assez fort. Ça permet, notamment là dans l'exemple donné avec la mise en place du télétravail, il était nécessaire de savoir, de connaître les accords, de connaître la culture d'entreprise, un peu aussi les fiches de poste pour savoir si c'était adapté à ce poste. Donc, okay. Voilà. Donc si tu avais un message, si vous aviez un message finalement de fin, puisqu'il nous reste 2 minutes, quel serait-il ? Alors, à mon sens, il y a le côté communication qui est très important. Plus les personnes vont communiquer autour d'elles, notamment avec des personnes référentes, donc la mission handicap, l'assistante sociale ou les RH de proximité, ça permet aussi d'orienter correctement la personne, d'ouvrir des droits et d'adapter ce qu'on va pouvoir à ces personnes. Moi, je rejoins tout à fait Justine sur le fait de pouvoir solliciter les acteurs qui sont autour de nous pour évoquer sa situation et ses difficultés. Et puis, je finirai aussi par dire que l'intérêt, comme Justine, d'être en entreprise, c'est qu'elle est sur place et que les aidants, ils manquent souvent de temps. Et donc, du coup, pouvoir aussi avoir quelqu'un, un interlocuteur qui est sur place et qui est disponible, je pense que c'est un vrai atout. Oui, ils ne sont pas obligés de poser une demi-journée pour aller voir l'assistante sociale. Ok. Eh ben, merci Justine et Mélissa. Et puis on se retrouve tout à l'heure tous ensemble. Merci. Alors, rebonjour à tous. Donc là, je suis avec Éric Dubreuil. Bonjour à tous, bon après-midi à tous. Éric Dubreuil, donc, qui est mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs et qui intervient pour audience au sein d'une permanence juridique qui est proposée sur ce sujet. Et toi-même, tu exerçais une mesure de protection à titre personnel. À titre personnel, tout à fait. Je suis toujours mandataire judiciaire pour un membre de ma famille. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste du coup, en fait, pourquoi mettre en place une mesure de protection juridique ? Alors ça, c'est la bonne question parce que on a l'impression quelquefois que c'est une chose obligatoire. Il faut que dès qu'il y a un problème de handicap, de maladie ou de vieillesse, il faut que ça se termine par un curateur, un tuteur et un tribunal. Ce n'est pas le cas. Il y a quand même un nombre impressionnant de cas dans lesquels des familles sont en capacité de garder chez elles une personne handicapée, un parent âgé, et puis on ne fait pas appel à des tierces personnes pour s'occuper de cette personne-là. Donc ce n'est pas une fatalité. Maintenant, il y a quand même des moments où soit l'aidant, appelons-le comme c'est le sujet de cet après-midi, soit l'aidant s'aperçoit qu'il va mettre la tête sous le couperet. Il faut que quelqu'un vienne l'aider également dans la vie quotidienne de la gestion du membre de sa famille. Soit au contraire, il y a des événements extérieurs qui obligent l'aidant à prendre une décision et à demander une protection pour la personne dont il s'occupe. Donc il y a les deux cas. Oui. Et en dehors alors on en reviendra après dessus, mais en dehors des événements qui s'imposent en fait à l'aidant, à quel moment, lorsque on va dire que les choses ne sont pas encore aggravées, à quel moment en fait il doit réfléchir à mettre en place une mesure de protection pour son proche ? Je crois qu'on est un petit peu dans l'explication qui a été donnée sur à quel moment d'abord on prend conscience de la maladie. Si on parle de la maladie d'Alzheimer, à quel moment on se rend compte ? Et là, on prend un certain nombre de décisions. On se dit, les choses vont évoluer comment ? Est-ce qu'on sera capable de faire face à tous les événements qui vont arriver les uns après les autres ? Est-ce qu'on sera capable de faire face à la gestion des biens de la personne dont on parle ? Est-ce qu'on sera capable, dans la famille, parce que là non plus, ce n'est pas un monde de bisounours, il y a des atmosphères familiales qui font que
les personnes âgées ou les personnes sous dépendance sont également un objet de querelle dans les familles. Donc il faut prendre la décision aussitôt qu'on a l'impression qu'il ne faut pas laisser empirer la situation. Ok. Et parce qu'on entend parler souvent, souvent de l'habilitation familiale, qui est un peu présentée comme la solution idéale pour les familles, mais c'est vrai qu'au regard de ce que vous dites, on peut se poser la question. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de l'habilitation ? Oui, alors j'y reviendrai dans un instant peut-être plus en détail, mais l'habilitation familiale est aujourd'hui une mesure, c'est un instrument judiciaire, c'est un instrument qui passe par un juge. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place uniquement par la bonne volonté de la famille. Il faut passer par la procédure judiciaire. Mais c'est une mesure beaucoup plus souple que ne le sont la curatelle et la tutelle. Pourquoi ? Parce que habilitation familiale, ça veut dire au départ que la famille est d'accord. Et elle est d'accord sur deux choses. La première, il faut mettre en place une protection pour Marcel Dupont. Et deuxièmement, on est d'accord pour que cette protection soit assurée par son petit-fils Emmanuel. Donc à partir du moment où le juge voit que l'ensemble du premier cercle familial est d'accord sur ces deux points essentiels, il sera enclin à donner très facilement son accord à l'habilitation familiale. C'est une mesure beaucoup plus souple que la tutelle. Il n'y a pas des comptes de tutelle à rendre chaque année au greffe du tribunal. Il n'y a pas d'imposition stricte comme celle qui existe aujourd'hui dans les tutelles judiciaires classiques. Et bien entendu, c'est une solution qui intègre des éléments familiaux. Il y a forcément une personne de la famille qui prendra en charge le majeur qu'on cherche à protéger. Et ils peuvent exercer la mesure à plusieurs ou... Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut distribuer les rôles et on peut faire en sorte que cette habilitation familiale soit faite par un petit-fils, une sœur. Enfin, encore une fois, on peut trouver une solution familiale. Le juge l'acceptera volontiers. À condition que tout le monde soit d'accord. Voilà, c'est le début de la palissade. Habilitation familiale veut dire accord de tout le monde dans la famille. Ouais, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas Quand c'est pas le cas, on en revient à des choses qui sont pas très gaies parce que souvent l'environnement de ces termes est un peu difficile. Tutelle, curatelle, interdiction, incapacité, on a des mots qui font peur. Qui aujourd'hui est capable de dire « je vais mettre mon père sous interdiction judiciaire ». Au fond, c'est aujourd'hui la hantise de beaucoup de familles. Or, il faut se rappeler que, effectivement, les trois instruments que je vais évoquer maintenant, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, sont trois instruments judiciaire. Il faut commencer par une procédure. Alors, je vais dire un mot de la procédure parce que c'est la même dans tous les cas. La procédure, c'est une requête au juge. Alors, c'est plus le juge des tutelles, maintenant, c'est le juge chargé de la protection. C'est une requête demandant à ce que Marcel Dupont soit mis sous protection. Alors, il y a deux éléments pour introduire cette procédure, la requête au juge et un certificat médical initial. C'est une mesure que vous serez obligé de mettre en place dès qu'on parle de protection. Alors, il y a une liste de médecins agréés auprès de chaque tribunal, et c'est dans cette liste que vous choisirez le nom d'un médecin qui sera chargé d'établir ce certificat médical initial. Donc, une requête, un certificat médical, et le dossier arrive sur le bureau du juge. Le bureau du juge, il va instruire le dossier. Et en fonction de ce que dit le médecin et en fonction des auditions auxquelles il va procéder, il va déterminer quel est le degré d'incapacité ou quel est le degré d'autonomie amoindri il a en face de lui pour décider quelle sera la bonne mesure. Alors, en graduation, vous avez la curatelle simple, curatelle aménagée, curatelle renforcée, et puis ensuite il y a la tutelle. C'est quoi la différence entre les deux ? Dans la curatelle, on est face à une mesure où le majeur est accompagné. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actes de la vie civile devront être établis avec le curateur à côté. En revanche, dans la tutelle, c'est un autre cas de figure. Le majeur n'est pas accompagné, le majeur est représenté. Vous vous rendez compte que l'autonomie et la capacité du majeur dans ce cas-là est très, très fortement impactée. Alors, ça, ce sera la décision du juge. Et puis,
Ensuite, il y aura une décision importante, c'est qui est la personne qui va accompagner le majeur. Alors, la loi dit qu'il faut privilégier des solutions familiales. Et encore une fois, bien entendu, quand on est dans une atmosphère familiale qui le permet, c'est une bonne chose d'avoir un tuteur ou un curateur familial. Mais il se peut que la personne n'ait pas de famille ou que il y ait personne dans la famille qui veuille s'en occuper. Et à ce moment-là, le juge fera appel à un administrateur extérieur. Alors là, il va faire appel soit à un mandataire judiciaire qui exerce à titre de profession libérale, soit à une association. Une association tutélaire, c'est une association dont les salariés ont tous la capacité de mandataire judiciaire et donc vont être chargés de suivre un certain nombre de dossiers. Alors, mandataire judiciaire autonome, association tutélaire, ça dépendra un petit peu de la situation du majeur protégé. Donc là, vous avez trouvé tous les éléments, la procédure, la décision du juge, l'instrument qui est mis en place, curatelle ou tutelle. Dans la curatelle, j'ai parlé d'une curatelle simple et une curatelle renforcée. Dans la curatelle renforcée, l'autonomie du majeur est très fortement limitée d'un point de vue financier parce que tous les revenus et toutes les dépenses du majeur seront prises en main par le curateur. Donc là, on est effectivement déjà dans des mesures extrêmement coercitives, en tout cas sur le plan financier. Voilà les instruments. Maintenant, vous l'évoquiez, peut-être qu'on peut s'arrêter un instant sur l'habilitation familiale, enfin y revenir plutôt. C'est une mesure récente, mais qui promet beaucoup. Je le répète, elle est beaucoup plus légère dans sa gestion, beaucoup plus souple dans sa gestion, beaucoup moins contraignante pour les membres de la famille qui seront chargés de la protection. Et puis, par exemple, elle peut être décidée pour 10 ans, alors que les curatelles et les tutelles sont décidées pour 5 ans. Donc, beaucoup de choses militent en faveur de cette solution. Et puis, encore une fois, il y a quand même beaucoup de cas de figure dans lesquels on peut trouver un environnement familial qui se mette d'accord quand il s'agit d'une grand-mère, quand il s'agit d'une tante, se mettre d'accord pour dire, bon, ben voilà, à tour de rôle, on exercera ses responsabilités. Et puis, peut-être qu'on peut évoquer ensuite un dernier instrument qui n'est pas un instrument judiciaire. Donc là, on ne passe pas devant le juge, il n'y a pas de procédure devant un tribunal, il y a une décision des individus. Alors juste avant je pense que vous voulez parler du mandat de protection future. Absolument. Avant d'en parler, je voulais vous poser la question, parce que du coup, on a souvent des personnes en fait qui nous disent j'ai appris que ma maman avait été mise sous tutelle. Et donc, je me posais la question, finalement, c'est vraiment important quand même d'anticiper, parce que jusque-là, beaucoup d'aidants en fait, géraient le quotidien avec de simples procurations. Ils allaient au banquier, à la banque, avec une procuration de leurs parents. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il faut quand même plutôt anticiper pour éviter de se retrouver avec le coup près qui tombe de la mise sous protection de son proche ? Oui, et puis dans ces cas-là, malheureusement, c'est une chose subie. Vous venez de le dire. Oui, c'est ça. Il peut se trouver tout à coup que j'ai des conversations téléphoniques avec des consultations. Je viens d'apprendre que mon père a été mis sous tutelle. Ben oui, mais s'il a été mis sous tutelle, il y a quand même eu une procédure qui a commencé. Il y a des gens qui se sont rapprochés du père en question. Il y a eu une consultation médicale. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser que peut-être qu'il n'y avait pas une attention très soutenue de la famille autour du père ou du grand-père. Et donc, peut-être que c'est dans l'EHPAD ou dans la maison de retraite que les instances locales, les responsables locaux ont dit « mais il faut quand même demander une mesure de protection ». Et c'est fait en dehors de la famille. Et donc là, effectivement, on se trouve, comme vous le dites, dans une situation où la messe est dite. Ouais. Le juge a décidé, un tuteur a été nommé, et puis voilà. Ouais. Alors, si on veut anticiper, il faut mieux, effectivement, au départ, prendre les devants. Et vous disiez procuration, oui. Vous disiez pouvoir de représentation. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que de nombreux banquiers, quand un membre de la famille vient les voir en disant « j'ai déjà une procuration sur le compte courant de mon père, mais je voudrais maintenant une procuration sur son compte de titre ou sur ses comptes d'épargne ». Ah bon, mais votre père a quel âge? Bon, effectivement, et il est dans quelle situation? Bon, il est un petit peu fatigué, etc. Tout ceci pour venir au fait qu'à un moment donné, le banquier ou le notaire peut très bien dire « je refuse de passer un acte parce que je considère que la signature
par la personne dont vous parlez, ne sera pas une signature valable. Donc je ne reconnaîtrai pas la signature sur une procuration par quelqu'un, je caricature, qui a 102 ans et qui est grabataire. Même si je me déplace, je ne prendrai pas. Donc, je vous demande d'être autorisé par la justice et de devenir tuteur ou curateur de votre père, de façon à ce que, effectivement, j'accepte votre procuration en tant que curateur, mais avec la sécurité d'avoir eu une décision de justice, un jugement qui vous nomme officiellement curateur ou tuteur et donc responsable et vous autorise à signer des actes pour votre père. Donc il vaut mieux, vous avez raison, prendre les choses bien en amont. Oui, ok. Et pour revenir sur le mandat de protection future, alors il y a je sais qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect que je voulais quand même aborder avec vous parce que j'ai souvent des parents d'enfants en situation de handicap et souvent, c'est un phénomène aujourd'hui qui va se poser de plus en plus avec le vieillissement des personnes en situation de handicap, avec heureusement une amélioration de leurs conditions de vie, mais avec un phénomène qui est assez récent, c'est le fait que l'enfant en situation de handicap survive à ses parents. Oui. Et la situation peut parfois être très angoissante pour les parents. Absolument. Qu'est-ce qui va se passer après ? J'ai le souvenir d'une réunion organisée par vous, à Audience, avec une personne qui m'a contacté ensuite en me disant « Mais écoutez, j'ai 85 ans et je m'occupe de ma fille handicapée. » Et je dis « Quel âge a votre fille handicapée ?» Elle a 53 ans. Et je dis, mais ça fait 53 ans que vous vous en occupez ? Mais oui, je m'en occupe chez moi depuis 53 ans. Mais là, 85 ans, je me dis que peut-être je ne pourrais pas continuer à m'occuper d'elle. Et pendant 53 ans, tout s'est bien passé. J'ai géré les choses. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de tuteur, il n'y avait pas... Mais 85 ans, il faut que je prenne des dispositions. Donc il faut trouver une solution pour le futur de cet handicapé. Alors le mandat de protection future, je le répète, ce n'est pas un acte judiciaire. C'est un acte privé que vous allez faire, je le conseille à tout le monde, devant un notaire. Donc, devant ce notaire, vous êtes deux personnes. Le mandant, donc vous-même, et la personne que vous avez choisie pour s'occuper de vous le jour où ça n'ira plus très bien. Donc, vous prenez les devants. Vous pouvez prendre les devants en faisant votre testament. Ça, c'est une chose, ça concerne vos biens. Et vous pouvez prendre les devants en vous disant, le jour où j'irai pas très bien, le jour où je commencerai à déraper un petit peu, je veux choisir la personne qui sera responsable de moi et de mes affaires. Et donc, vous trouvez cette personne et vous venez avec elle devant un notaire et vous lui dites, ben voilà, le jour où ça n'ira pas bien, je veux que vous vous occupiez de ma maison comme ceci et comme cela. Chaque 31 décembre, je vais aller passer le Nouvel An à Deauville. Chaque 14 juillet, je vais être sur les Champs-Élysées pour le défilé. Bref, vous donnez absolument vos instructions pour chaque événement de votre vie pour que le mandataire soit capable d'exécuter vos demandes. Alors, vous organisez les choses dans le plus grand luxe de détail, si vous le souhaitez. Si vous avez un terrain à la campagne, il faut qu'il soit géré comme ci et comme ça. Si vous avez un appartement à la montagne, je veux qu'il soit géré comme ci et comme ça. Vous donnez vos instructions. Et puis, à charge pour le mandataire d'exécuter cela. Alors, quand est-ce que le mandataire prend le volant ? Parce que pour l'instant, on a fait ça simplement chez le notaire, on a mis le document dans un tiroir et rien ne se passe. Oui, puis après, c'est vrai qu'au moment où on devient en incapacité, entre guillemets, on n'est plus en capacité justement de demander au mandataire de... Et bien voilà. Donc c'est le mandataire qui va appuyer sur un bouton et qui à un moment donné va provoquer le fameux rendez-vous médical avec la demande d'un certificat médical circonstancié. Donc je passe avec ce médecin, le compte-rendu du médecin est remis au juge. On passe juste devant le juge pour montrer ce document. Et le juge donne un coup de tampon. Et c'est donc mon mandataire qui prend les rênes. Donc je lui passe le relais. Et c'est lui qui a fait constater que je n'étais plus en capacité d'autonomie ou de capacité suffisante. Et le mandat prend effet. D'accord. Et pour autrui, du coup, ça... Alors, le mandat pour autrui, vous avez raison. Donc, c'est la même initiative visant non pas le jour où vous êtes en situation de difficulté médicale ou psychologique, mais un de vos enfants, par exemple, un de vos enfants qui est devenu majeur, enfin, un membre de votre famille qui est en handicap. Et à ce moment-là, vous faites un mandat pour compte d'autrui. Et dans le mandat pour compte d'autrui,
il faut trouver toujours la personne qui accepte ce mandat. Hein. C'est pas évident. Hein. Il faut trouver cette personne et le mandataire accepte donc, le jour de votre disparition, de prendre la charge du majeur dont vous aviez la charge jusqu'à aujourd'hui. Ok. Je pense que comme on a atteint le temps, je pense qu'on va arrêter là. On se retrouve tout à l'heure, Eric. Avec plaisir. Et puis à tout de suite, donc, pour ceux qui nous écoutent. Rebonjour, alors cette fois-ci je suis avec Sarah Niquez qui est psychothérapeute spécialisée dans les dents et qui intervient sur la question des aidants et également sur le deuil pour Audience. Alors juste avant de te laisser la parole, juste une petite précision pour ceux qui sont avec nous en direct. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ceux qui nous ont rejoints n'ont pas eu l'information. Vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct sur le live YouTube pour ceux qui en ont et on vous répondra à la table ronde finale. Donc n'hésitez pas, parce que l'idée c'est quand même d'avoir des échanges interactifs. Alors je reviens sur notre thématique d'aujourd'hui. Sarah, déjà est-ce que tu peux te présenter? Oui. Et puis je te poserai les questions par la suite. Je dis d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais me présenter, je suis thérapeute en aidance. C'est un mouvement québécois. Je suis spécialiste en fait de tous les traumatismes, de tout ce qui est lié aux ruptures de la relation. C'est un accompagnement qui s'adresse dans le cadre de l'action sociale d'Audience et qui est destiné aux parents qui rencontrent des difficultés avec leurs ados, aux personnes aussi suite à un deuil et aujourd'hui à ce qui nous intéresse, aux aidants et à la relation particulière de l'aidant et de l'aidé. D'accord. Alors je sais que toi tu insistes beaucoup sur la notion d'empathie dans la relation avec l'aidant et son proche. Est-ce que tu peux déjà nous donner une définition de ce que c'est que l'empathie pour toi? Je vais vous donner ma définition de l'empathie parce qu'il est vrai que l'empathie c'est un petit peu un mot à la mode qu'on entend. L'empathie dont je parle, c'est une empathie, figurez-vous, elle est vieille comme l'univers. Elle est vieille comme l'univers et pour un neurophysicien qui s'appelle le docteur Damasio, elle est même l'origine du monde. Elle appartient à l'ordre minéral, végétal, animal et elle fait partie du vivant, elle fait partie de tout ce qui constitue le monde et de tout ce qui constitue ce qui vit et ce qui vit ensemble. L'empathie dont je parle, c'est une empathie dont on a déjà entendu parler grâce à nos deux collègues assistantes sociales. C'est une empathie professionnelle, hein. C'est une empathie qui est opérationnelle, c'est une empathie qui est une méthode et c'est une empathie qui s'exerce particulièrement dans la relation d'aide. Et elle est très intéressante, cette empathie de Carl Rogers, parce que lui, il part du principe, et comme je vous le disais tout à l'heure, et on est empathique un petit peu comme Monsieur Jourdain avec la prose. Et l'empathie, c'est un petit peu aussi, vous savez, cet arbre dont on coupe une branche qui sait cicatriser et tout d'un coup qui fait apparaître un bourgeon. En fait, l'empathie, c'est ça. C'est la possibilité, la croyance et même la certitude que tout homme a en lui la capacité de s'adapter pour un mieux, toujours pour un mieux. Pas pour un bien, parce qu'il n'y a pas de notion de morale, c'est juste, c'est bien ou c'est pas bien, mais pour un mieux, c'est-à-dire un juste. Être justement adapté avec soi dans la relation qu'on a avec l'autre. Voilà mon empathie. Okay. Elle est animée et initiée par un monsieur qui s'appelle Carl Rogers. Voilà. Ok. Je pense qu'on pourra peut-être donner des références par la suite. Exactement. Alors il y avait un sujet que je voulais évoquer aussi avec toi. Souvent en fait, quand on accompagne des aidants, on a souvent en fait, ils nous font part des émotions parfois un peu contradictoires qu'ils peuvent ressentir. Généralement, ils parlent c'est un flot d'émotions, ça peut être de l'angoisse, de la colère, de la culpabilité, beaucoup en fait d'appréhension pour l'avenir. Et donc du coup, en fait, ma question c'est un peu comment toi tu peux les aider en fait à dépasser un peu ces émotions qui sont un peu négatives. Voilà. Alors, les aider pour moi déjà, c'est les nommer. C'est les accepter, les comprendre. Et toutes ces étapes-là appartiennent à ce qu'on appelle, à ce que Rosette Poletti, d'ailleurs, dont je présente le livre, qui est donné à chaque participant, voilà, à chaque participant des groupes qu'on anime à Audience, que je co-anime avec elle. Et en fait, le deuil blanc, c'est quoi? C'est un deuil, c'est-à-dire c'est des renoncements successifs. Des renoncements successifs agités par ce qu'on appelle une pensée paradoxale. C'est-à-dire que
on a à peine saisi un acquis qu'on est déjà dans une dynamique d'une prochaine perte. On ne sait pas, quand on est en fait l'aidant, ce qu'on a réellement en face, puisque la personne change et la personne finit finalement par ne plus ressembler à ce à quoi on était en droit de s'attendre dans la relation qu'on avait avec elle. C'est quelque chose de très flou, c'est quelque chose de très confusant, c'est quelque chose de très perturbant. Et c'est suffisamment perturbant pour qu'on retrouve là, à ce moment-là, toutes les étapes qu'on retrouve dans la dynamique de deuil, qui est une dynamique de résolution. C'est-à-dire, très paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, toutes ces émotions dont tu parles, toutes ces émotions que tu qualifies de négatives, dans cette dynamique et dans cette pensée, cette façon de concevoir ces pertes à la rogérienne, on part du principe que ces émotions-là, qui sont des émotions extraordinaires, c'est-à-dire que les personnes me disent « je ne me savais même pas capable d'être autant en colère ». Je ne savais pas ce que c'était que la colère avant de l'avoir vécue, de la façon dont je l'ai vécue, quand j'ai appris ou quand j'ai dû vivre le fait d'accompagner mon mari dont la situation physique se délitait de plus en plus. Et donc on retrouve toutes ces émotions, et qui sont des émotions, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des émotions d'alerte. Même la peur, même la culpabilité, dont je parle beaucoup parce que je me suis personnellement très intéressée à la culpabilité du fait de ces animations de groupe, parce que je sens que c'est la culpabilité qui étreint les personnes. Mais en même temps, si on la nomme, si on la reconnaît, si on l'accueille, mais pas l'accueillir avec, comme disait notre ami, c'est pas un pays de bisounours, hein. On l'accueille pas parce que chic, voilà la culpabilité. Non, il faut lui parler avec responsabilité, comprendre exactement ce qu'elle veut dire, et surtout bien vertébré, se dire que c'est une alerte. C'est une alerte, c'est peut-être le moment d'accepter que je ne suis plus capable, parce que je ne peux plus répondre aux attentes de la personne. Pas des super-héros non plus, Voilà. comme Et on peut le savoir, enfin on peut le croire, oui. Et c'est très curieusement, c'est justement cette culpabilité, parce que c'est une culpabilité en fait qui éveille la confiance. Et la conscience, si on n'était pas coupable, on n'aurait peut-être pas autant, en fait, de finesse et de capacité d'adaptation dans une relation qui demande beaucoup. Donc finalement, en fait, pour toi, c'est des émotions négatives qui sont positives dans la relation. On travaille là-dessus. C'est-à-dire que dans les groupes, par exemple, j'ai pris ça. On a essayé, on a fait plusieurs travaux dans ces groupes pour savoir d'abord qui on était aidant, parce qu'il faut savoir si je suis aidant ou pas. Donc on a travaillé, on a sorti comme ça en fait une description. Alors je vais vous la donner. On a on appelle ça le focus sur le problème, hein, ce qui fait qu'on a un problème avec une personne. Alors ça peut être en effet des difficultés dans la vie domestique, faire des emplettes, faire la lessive, des tâches ménagères. Ça peut être un accompagnement des soins corporels. Et oui, vous avez des personnes qui aident à manger, mais qui aident aussi à la toilette. Vous avez des épouses qui aident à la toilette, qui ne veulent pas que ce soit une autre personne qui le fasse. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Vous avez aussi, dans les relations extérieures, ça peut être prendre des rendez-vous médicaux tout simplement, mais ça peut aussi accompagner au rendez-vous, ou comme disait notre ami, s'occuper de tout ce qui est financier. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le soutien moral. Et oui, il faut être là, il faut être présent, il faut écouter, il faut rassurer. Finalement, c'est le plus important, puisque la base, c'est vraiment la base en fait de la relation d'aide. C'est la base de la relation d'aide, mais en même temps, c'est celle qui demande le plus, et c'est celle qui culpabilise le plus. On est dans un cercle vicieux, parce que finalement, la personne se sent toujours responsable et estime qu'elle n'en fait jamais assez, et qu'elle est toujours en constat d'échec. Et c'est là où, en fait, il faut vite se mettre dans une situation, dans un groupe, où on regarde objectivement les choses. On les regarde ensemble. C'est une petite coopérative de personnes qui sont proches aidantes et qui osent à ce moment-là avouer chacune les émotions qui les traversent et de voir exactement ce qu'elles veulent dire. Oui. Elles peuvent déboucher sur quelque chose. Il ne faut pas dire « Oh ben non, arrêtez d'avoir peur, ne soyez pas coupable. Enfin, c'est pas de votre faute. Non, ça sert à rien. » La personne qui aide et qui se sent coupable, le fait que vous lui disiez qu'il faut qu'elle arrête de se sentir coupable, je pense que ça peut d'autant plus la culpabiliser parce qu'elle ne va pas y arriver à se sentir pas coupable. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est rentrer dedans. C'est surtout pas faire comme si les choses n'existaient pas. Okay. Voilà. Et on a aussi souvent le cas, et je sais que dans tes groupes, en fait, tu en as beaucoup, qui te font part en fait, des difficultés dans la relation avec leurs proches,
Parfois, c'est des situations qui peuvent être même très conflictuelles, hein, parce que l'aidant va projeter son stress sur son proche, et ça va amener des situations qui peuvent dégénérer. Comment toi, tu arrives à les aider à désamorcer un peu? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film L'amour, oui. Le film de Haneke, tu sais, à un moment donné, il y a une scène où en fait l'aidant gifle, voilà. Oui, des situations conflictuelles, mais qui se retournent contre l'aidant, et où là, vraiment, je crois qu'il faut insister. Nos amis ont bien insisté là-dessus, de vite, en fait, rejoindre des personnes qui sont spécialisées dans les danses, de rejoindre des groupes, de rejoindre, en fait, des personnes où il peut se dire des choses comme ça. Parce que vous avez une telle honte. J'en ai entendu, on en a entendu. On a entendu des choses, des gens osaient avouer des situations dans lesquelles ils étaient, des situations qui les dépassaient, des situations vis-à-vis desquelles ils étaient complètement, en fait, presque prostrés, c'était une colère presque dynamisée, de vite rejoindre, en fait, du secours, de l'aide. Ça, en revanche, je pense qu'impérativement, quand on en arrive à des situations de ce niveau-là, qui sont fréquentes, il ne faut surtout pas les juger. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit tous dans un climat de confiance. C'est pas qu'il faut comprendre. On n'a rien à comprendre d'une situation qui est trop difficile même à saisir pour soi. Qui est individuelle, en fait, à chaque Exactement. fois. C'est pas comprendre, c'est ne pas juger. Pas comprendre. On fait pas. C'est ce que je dis souvent. Ça sert à rien de faire de l'introspection. Ce qu'il faut faire, c'est de extérieur. Voilà, je ne vais pas arriver à le dire. Il y a des mots comme ça. Mais oui, il faut vivre le moment présent. Il faut voir ce qui se passe là, et il ne faut pas trop essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on peut faire sans juger ensemble, et oui, pour trouver des solutions. Pour déverrouiller. Ouais. Et comment l'empathie, du coup, ça peut vraiment les aider? L'empathie, c'est quelque chose de magique, parce que l'empathie, en fait, elle circule. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est une énergie, en fait, de bienveillance. Puis on va se pratiquer de l'auto-empathie, c'est-à-dire qu'on va être bienveillant vis-à-vis de soi. On va se regarder soi aussi. On va faire comme dans une scène de théâtre, c'est ce qu'on fait avec Colette Romanoff. Dans une scène de théâtre, on scénarise les choses. On se regarde, on est en même temps le spectateur et l'acteur. Et quand on voit des personnes qui se regardent jouer les situations dans lesquelles elles vivent, c'est vrai que ça dénoue, parce qu'on voit tout d'un coup ce qui fait qui ne va pas, et ce qui fait ce qu'on pourrait mettre à la place de ce qui ne va pas, et qui coûterait pas beaucoup plus cher émotionnellement. Ok. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Sinon, non, simplement oui, rappeler donc le dernier livre de Colette Romanoff, mais je crois qu'on va en parler après, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Marie qui va l'aborder. Exactement, de toutes ces actions qui sont faites dans le cadre de l'audience et qui sont là vraiment pour accompagner l'aidant dans toutes ses attentes, celles qu'il connaît et celles qu'il a à découvrir. Oui. Et puis tu interviens aussi sur le sujet des ados, et c'est vrai que on parle beaucoup en fait des aidants, de personnes âgées, mais c'est vrai qu'on oublie aussi les parents d'enfants en situation de handicap, mais pour lesquels en fait finalement tes groupes de parole et ton expertise sur les ados est très utile aussi. C'est toujours le même mécanisme avec une autre méthode qui s'appelle l'inquiry appreciative, mais qui est toujours un petit peu calquée avec un fondement de cette empathie qui pour moi est un petit peu le sauve qui peut de toutes les situations où le conflit est là. Ok, sur ces mots, je vous dis à tout de suite. On se retrouve d'ici quelques minutes et pour le dernier atelier thématique. Alors n'hésitez pas à poser vos commentaires, je vois que là pour l'instant il n'y en a pas. Donc on vous a donné le mode d'emploi sur le chat, donc faites-le, ça sera l'occasion d'échanger tout à l'heure sur la restitution collective. Voilà, à tout à l'heure. Merci Sarah. Merci beaucoup. Rebonjour, donc là je suis, pour ceux qui n'étaient pas là juste avant, juste une petite précision. Il y a un chat en direct donc sur le live YouTube, il y a un petit mode d'emploi, comment faire pour poster un commentaire. Donc juste je vous invite à poser des questions si vous en avez pour qu'on puisse échanger sur l'atelier de finale. Voilà, donc là je suis accompagné de Marie Félion.
qui est donc chargé de projet à Audience, donc à l'action sociale d'Audience, et qui fait partie un peu des précurseurs à Audience sur le sujet des aidants. On entend, alors tu voulais parler en fait du répit, on entend souvent en fait que les aidants doivent prendre du répit, mais déjà la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'un aidant peut prendre du répit ou du temps pour soi ? Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous déjà. Je pense que c'est même pas nécessaire de prendre du répit, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Alors ça peut paraître évident à dire comme ça, mais dans tous les accompagnements audience que nous mettons en place, on met le répit au cœur de nos accompagnements. C'est-à-dire que la relation aidant-aidé, elle est individuelle, complexe, unique. Et l'aidant, il est parfois souvent obligé de se dégager du temps, vraiment du temps concret, donc du temps pour se rendre au chevet de la personne qui l'accompagne, pour réaliser des démarches administratives, voilà, tout un tas de temps concret, mais il a également besoin, il doit se rendre disponible émotionnellement et psychologiquement. Et c'est vrai que cette notion d'accepter de se dégager du temps émotionnel et du temps pour soi, c'est quelque chose qui est pas forcément, qui est parfois difficile à reconnaître par les aidants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le nez dans le guidon avec tout ce qu'ils ont à mener quotidiennement, à distance. La culpabilité, comme disait Sarah juste avant. Exactement, il y a également un sentiment de culpabilité. Mais en tout cas, c'est une notion qui est difficilement palpable. Et au niveau des accompagnements aidants, lorsqu'on rencontre les aidants concrètement, systématiquement, on aborde cette notion. Alors, on ne force pas, bien sûr, puisque l'idée, c'est d'écouter, de recueillir leurs ressentis et leurs besoins. Mais voilà, on soumet cette notion de répit qui est vraiment indispensable pour que la relation se réalise dans de bonnes conditions. Voilà, la relation aidant-aidé, c'est une relation qui a une charge mentale qui peut être forte, où l'aidant doit être disponible pour cette relation, en fait. Et ce qu'on essaye de faire passer comme idée, c'est que pour être disponible pour la personne que vous accompagnez, il faut que vous vous accordez des temps à vous pour être disponible, que vous appreniez, vous trouviez un moyen de vous ressourcer. Donc il faut se rendre disponible pour pouvoir être disponible. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça l'idée. Okay. Et quand on aborde ça avec les aidants, voilà, ce qui revient régulièrement, c'est ok, je vais m'accorder du temps pour moi, d'accord, mais du coup, que va devenir l'aidant ? Qui va s'occuper de lui ? Est-ce qu'il va être en sécurité ? Tu parlais du sentiment de culpabilité, il peut être là aussi. Et c'est vrai que les solutions de répit qu'on a réalisées au sein d'Audience, qu'on met en œuvre, on s'attarde à ce point-là que pour que l'aidant, lui, soit bien, il faut qu'il sache que la personne qui l'accompagne soit en sécurité. Et si on a ce cadre-là, du coup, l'aidant, lui, pourra se dire, ok, je peux m'accorder ce temps. Je peux m'accorder ce temps, me ressourcer, et pour revenir en forme et dans de bonnes conditions pour que la relation... Oui, puis pour finalement se consacrer davantage dans la relation avec son proche. Exactement. Ouais. Voilà. Et quelles sont, du coup, à Audience, les solutions que vous proposez en termes de répit, donc ? Alors, au niveau d'Audience, je vais aborder avec vous trois solutions. Tout d'abord, le partenariat entre Audience et VRF. Donc VRF, c'est Vacances Répit Famille. Donc comme vous voyez, la thématique, ce sont les vacances. VRF, c'est donc un organisme qui a été créé par l'AFM Téléthon et des groupes de protection sociale. Et Audience, voilà, est sur ce projet depuis son début. On le suit, on est très partie prenante sur ces établissements. Ces villégiatures, parce que ce sont des villages de vacances. Et l'idée, c'est de proposer aux aidants de partir avec leur aidé en vacances ensemble. Voilà. Du coup, et puis que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles pour la personne aidée qui a besoin peut-être d'un accompagnement infirmier, de soins ou d'un personnel paramédical ou médical avec lui. Donc qu'il soit lui bien, voilà, et qu'on lui propose aussi des activités ludiques et des choses pour lui aussi qui lui font du bien, bien sûr. Et puis pour l'aidant aussi, il y ait des activités pour lui. Et ce qui est intéressant, alors j'ai eu la chance de pouvoir visiter un de ces établissements qui est en Touraine, qui est donc destiné aux aidants et aux aidés qui sont en situation de perte d'autonomie. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cet établissement, c'est qu'on a... alors déjà, au niveau de l'hébergement, il y a vraiment la possibilité, on est vraiment sur un projet de vacances modulable. C'est-à-dire qu'en termes d'hébergement, l'aidant peut être avec l'aidé dans la même chambre, ou alors ils peuvent être séparés pour préserver l'intimité de l'un et de l'autre. C'est vraiment à la carte. Au niveau des activités, c'est pareil. Donc il y a des activités qui peuvent se faire ensemble ou de façon séparée, pour que chacun puisse trouver des moments pour soi et puis un ressourcement aussi pour l'aidant. Et la tranquillité pour l'aidant que son proche est pris en charge. Tout à fait, qu'il soit pris en charge, que ce soit sécurisé. Et tu me disais que l'équipe médicale n'était pas... oui, voilà. Qui n'était pas... Clairement, comme dans un hôpital avec des blouses blanches. Et ça, je pense que c'est important, du coup. Oui, effectivement. En fait,
priori que j'avais, on a tous des a priori, hein, plus ou moins, je me suis dit, bon, c'est un village de vacances, mais ça va peut-être être très médicalisé ou voilà, très marqué. Et vraiment pas du tout. Alors, le personnel médical est là, puis c'est nécessaire, bien sûr, mais c'est dans la discrétion. Et puis même, la villégiature en tant que telle, on a des espaces vraiment accueillants, ressourçants. Il y a un grand jardin, enfin pour celui en Touraine, mais dans les autres aussi. Et du coup, on a vraiment cette ambiance de vacances, de ressourcement qui est, qui est vraiment très présente. Ok. Donc ça, c'est la première. Deuxième, hein. Oui, la deuxième, il y en a 3, effectivement. Donc la deuxième, c'est notre partenariat avec Bulder. Donc Bulder, c'est un dispositif qui s'inspire du baluchonnage québécois. Donc les Québécois, bon, ils sont précurseurs sur toutes les questions sociales et sur les situations, les questions de l'aidant également. Et le dispositif Bulder, il est assez intéressant puisqu'il permet que ce soit des intervenants qui viennent au domicile de la personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie, mais qui viennent sur des créneaux un petit peu difficiles à combler, si on peut dire ça, avec des intervenants classiques. Alors je m'explique, parce que c'est peut-être un peu du jargon, mais en gros, ils interviennent sur des périodes comme le soir, soirée, le week-end, également la nuit. Et ça, c'est vrai qu'on a eu pas mal, on a régulièrement beaucoup de retours au niveau des aidants sur la question de la nuit. La personne que j'accompagne est seule, ou du coup, l'aide à domicile ne peut pas rester. C'est un moment angoissant, la nuit pour tous, d'ailleurs de façon générale. Et puis voilà, pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, en situation de handicap, peut-être encore plus. Donc Bulder, c'est vraiment un dispositif innovant là-dessus, puisqu'il complète un peu ce qui est l'offre classique d'une aide à domicile en journée ou d'une aide ménagère. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font exactement, alors, du coup ? Alors du coup, ils interviennent. Alors, ils ont plusieurs missions, soit de l'aide à domicile classique, soit peut-être juste, alors j'aime pas du tout ce mot, mais du gardiennage, enfin de la présence de nuit. Oui, il remplace les dents, en fait. Il remplace les dents, tout à fait. Voilà, c'est un relais de l'aidant, effectivement, à domicile. Et puis, dernière chose sur cette solution que je trouve intéressante, c'est que c'est un dispositif qui est donc jeune, qui est en pleine expansion et qui se déploie en région. Voilà. Et les régions, c'est parfois des déserts médicaux, malheureusement, et c'est parfois aussi des déserts au niveau des intervenants paramédicaux, de l'aide à domicile, l'aide ménagère, etc. Et c'est vrai que Bulder, là-dessus, ils sont vraiment déployés sur quasiment toutes les régions en France, ils sont encore en train de se développer, et c'est particulièrement pertinent et innovant, et du coup... oui, puis ils ont bénéficié, ils faisaient partie de l'expérimentation de la CNSA, et ils ont bénéficié de financements nationaux. Tout à fait. Voilà, ils sont reconnus, labellisés, effectivement, c'est un dispositif qui est innovant et qui est super utile. Et qui permet à l'aidant finalement de prendre un week-end par exemple en sachant que quelqu'un est aux côtés de son proche. Voilà, prendre un week-end, être avec sa famille, faire du sport, enfin tout ce qui peut apporter du répit à l'aidant et qui peut l'aider à se ressourcer, recharger ses batteries et revenir dans la relation aidant-aidé dans de bonnes conditions pour soutenir la personne qui l'accompagne, moralement, tu le disais tout à l'heure, et puis que ça se passe de façon durable aussi dans la durée, puisque voilà, comme on le disait aussi, la situation de l'aidé peut changer, évoluer. Donc l'idée, c'est de tenir, d'être dans les meilleures conditions possibles dans la durée aussi. Ouais. Voilà. Et la troisième, je ne dis pas, effectivement. Donc la troisième, c'est la plateforme d'écoute psychologique qui a été mise en place par Audience pendant le confinement. Donc, de façon générale, le suivi psychologique, ça a toujours été important dès le début. On l'a mis en place au niveau des dents, au niveau des prises en charge et des orientations. Mais c'est vrai que ça s'est accentué pendant la période du confinement. On a tous vécu que c'est une période compliquée, et peut-être encore plus particulièrement pour les aidants qui ont dû encore une fois se réorganiser avec le confinement, le télétravail, l'éloignement peut-être de la personne qu'on aide, ou alors au contraire la proximité encore plus de la personne accompagnée. Donc il y a plein de situations qui ont émergé et qui peuvent être génératrices de stress, d'angoisse. Et du coup, ce qui est bien aussi dans cette plateforme, donc elle est menée par des psychologues cliniciens, c'est d'avoir un retour professionnel, de pouvoir, pour les aidants, libérer la parole, parce que c'est pas forcément évident, c'est le retour qu'ils nous font en tout cas, de parler de leur situation à des proches, à la fratrie, ou à des gens qui ne sont pas dans la même situation, ou en tout cas voilà, c'est compliqué d'exprimer, d'en parler. Et là, le soutien psychologique est particulièrement intéressant là-dessus. Ce sont des professionnels, ça permet de prendre de la distance, et puis de trouver des clés pour se sortir de situations qui peuvent être compliquées. Ouais. Et une question que je voulais te poser, parce qu'Audience, c'est le groupe de protection sociale de la culture, et c'est vrai on parle souvent de la culture comme quoi elle a énormément de bienfaits sur par exemple toutes les maladies neurodégénératives. Selon toi, la culture, est-ce qu'elle peut être un vecteur de bien-être pour les aidants ? Alors tout à fait. Alors c'est vrai que comme tu le disais, Audience, on est le groupe donc de protection sociale dédié aux professionnels de la culture et des médias. Donc pour nous, la culture, c'est un élément fort, c'est dans notre ADN. Donc on est
particulièrement touchés par cette question-là. Et puis de façon générale, je pense que la culture, on l'a tous expérimenté, c'est une source de bien-être de façon générale, de ressourcement, de bien-être, d'expression de ce qu'on ressent. Enfin voilà, je pense, si je reprends encore l'exemple du confinement, on l'a bien vu, oui. Voilà, on l'a bien vu que la culture est essentielle quand même. Et que du coup, voilà, après la pratique, que ce soit pour les aidants, oui, bien sûr, les aidants sont des personnes aussi comme les autres. Après, je pense que ce qui est important, c'est pas forcément la pratique qu'on en fait, donc que ce soit professionnel ou pas, ou juste griffonner des dessins, ou lire un livre, écrire un bouquin. Voilà, après, la pratique peut être différente. Ce qui, je pense, est important, et c'est le bien-être, le bienfait qu'on en retire de cette pratique. Et du coup, c'est une source de bien-être énorme, que ce soit pour les aidants, pour tous, pour l'aider aussi. Et comment vous l'avez intégré, du coup, comment Audience l'a intégré dans ses accompagnements pour les aidants ? Alors du coup, au niveau des accompagnements, on l'intègre le maximum possible, puisqu'on est persuadé déjà que, comme on s'adresse à des professionnels de la culture et des médias, forcément, ils vont peut-être être plus enclins à se libérer, à exprimer leurs ressentis à travers justement la culture, puisqu'ils la pratiquent, entre guillemets, au quotidien. Donc du coup, on s'est servi de ça pour bâtir des accompagnements autour de la culture. Donc on en a 2. Donc là, c'est vrai que je vais les exposer de façon un petit peu concrète, factuelle, si on peut dire, mais après, on aura un témoignage plus concret de qui justement qui a bénéficié des 2 accompagnements dont je vous parlais. Et puis je pense qu'elle vous, si vous voyez ce témoignage, juste après mon intervention. Pour le coup, juste après, alors elle aura des mots beaucoup plus pertinents et qui, je pense, vous toucheront plus particulièrement, puisqu'elle a vécu d'elle-même ces accompagnements, et vous verrez les bienfaits qu'elle a pu en tirer. Exactement. Alors pour la partie un peu plus concrète, donc 2 accompagnements au niveau d'Audience, les ateliers théâtre aidant et les ateliers art émotion. Donc les ateliers théâtre aidant, donc là l'idée c'est de utiliser les pratiques théâtrales, que ce soit l'improvisation, le jeu de rôle, la mise en situation, pour prendre du recul sur la relation aidant-aidé. Donc ce sont des petits groupes en fait entre personnes aidantes en fait qui se regroupent dans un petit groupe bienveillant. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment de prendre du recul. Voir, quand on joue une situation, on a plus de recul pour voir ce qui peut être changé, sur quel axe on pourrait changer. Enfin, voilà, c'est intéressant de prendre du recul, du coup. Et le théâtre permet ça. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est donc mené dans un espace, bien sûr, bienveillant, entre aidants, pas de jugement, une écoute bienveillante, de l'empathie. Et ces ateliers sont animés par Colette Roumanoff. Donc Colette Roumanoff, c'est une intervenante vraiment au top pour ce type d'accompagnement. Déjà du fait qu'elle est... elle-même était aidante. Voilà, exactement. Donc déjà, elle-même a été aidante. Elle a accompagné son conjoint qui est atteint de la maladie d'Alzheimer jusqu'au bout. Donc elle se sert, je pense, de son expérience, et c'est d'autant plus riche de bâtir un accompagnement sur du vécu. Voilà, je pense que ça parle encore plus aux personnes qu'elle accompagne. Puis elle parlait justement, on disait que c'était du théâtre, en fait, finalement, la relation avec son... Tout à fait. Ouais. Elle a réussi à s'en sortir, elle, de ce que j'ai pu comprendre, ce que moi j'ai perçu, s'en sortir grâce au théâtre, grâce à ces techniques de prise de recul. Donc elle restitue, en fait, aux personnes qui viennent. Oui, tout à fait. Et c'est plein de positivisme, d'humour. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de plombant. On pourrait croire, c'est vraiment hyper ludique. Et du coup, elle a cette casquette effectivement personnelle, puisqu'elle a accompagné son conjoint. Et puis même au-delà de ça, elle a monté des pièces, une pièce qui s'appelle La Confusionnite, qui a été jouée avant le confinement partout en France sur cette question-là. Elle a écrit des livres, elle a écrit donc plusieurs livres autour du sujet. D'ailleurs, s'il y en a un que je peux vous citer, il est assez rapide à lire, et j'ai eu de bons retours au niveau des aidants là-dessus. C'est Alzheimer accompagné ceux qu'on aime et les autres, je crois, de mémoire. Et il y en a un second, dont je ne me souviens pas le nom, qui est ici, merci. Alzheimer, une école de la bienveillance, par Colette Roumanoff également. Et du coup, tout ça pour dire que ces livres ont aidé les aidants que j'ai accompagnés, les quelques-uns. Et la télé-théâtre surtout. Voilà, et du coup, elle est tout à fait pertinente sur la télé-théâtre. Et dernière chose que je voulais dire, je crois que c'est tout. Oui, puis elle a son côté aussi, bien sûr, de pratique théâtrale en tant que professionnelle, comédienne, metteur en scène, directrice artistique. Voilà, elle a tout ce... C'est les mises en situation, en fait. Oui. Ils font des mises en situation, des jeux de rôle. Voilà, du coup, ils changent entre les aidants. Il y a plusieurs aidants qui sont là, ils changent. Une personne fait l'aider, l'autre fait l'aidant. Et du coup, ça permet de se détacher. On voit des éléments de caricature ou pas.
C'est vraiment intéressant. Comme le temps file, tu voulais parler de l'art-thérapie aussi. Oui, tout à fait. L'art-thérapie, donc c'est le deuxième accompagnement développé par Audience autour de la culture. Donc c'est l'atelier émotion, mais effectivement, c'est l'utilisation de supports culturels pour permettre à l'aidant de se ressourcer, de s'exprimer, de pouvoir travailler sur son imagination, sur sa créativité, pour qu'il puisse trouver des leviers, des ressources en lui pour que la situation la relation avec la personne qui l'accompagne soit la meilleure possible, la plus apaisée possible. Ouais. Donc là, ce sont encore des petits groupes aussi d'aidants, voilà, entre eux. Et l'idée, c'est de donc individuellement, il y a une partie petit ressourcement individuel où là, ils vont expérimenter différents supports culturels, donc l'écriture, le dessin, la peinture, l'argile, enfin tout un tas de supports pour qu'ils puissent les approprier, se ressourcer, s'exprimer. Et puis après, il y a un temps vraiment d'échange, de parole entre les aidants et entre les animateurs, les intervenants de cet atelier, qui sont 2 art-thérapeutes, dont une est également psychologue clinicienne. Donc il y a vraiment un cadre bienveillant, là aussi qui est vraiment très présent. Et puis ce qui est commun, si j'ai encore un petit peu de temps, entre ces deux accompagnements, c'est l'aspect collectif. Voilà, outre l'introspection, enfin le fait de exprimer ses émotions de façon individuelle, il y a aussi un échange entre pairs, entre autres aidants. Puisque, un cadre bienveillant. Voilà. Du coup, ce qu'on entend aussi au niveau des aidants souvent, c'est un isolement. Comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas comment en parler et à qui parler. On ne peut pas en parler à tout le monde et de façon libre. Là, vous êtes concrètement dans un accompagnement où il y a des personnes comme vous qui sont dans les mêmes situations. Donc, du coup, il y a une reconnaissance entre les participants. Et ça, c'est aussi une mine d'or. Enfin, c'est hyper enrichissant dans la relation après pour la personne qu'on accompagne, puis personnellement. Ouais. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'avais juste une dernière question par rapport à la culture. C'était, on n'a pas abordé la question de l'accès à la culture. Et notamment, on l'a vu encore pendant le confinement, l'accès à la culture, c'est quand même quelque chose qui était déjà... en fait, finalement, les aidants ressentaient déjà la problématique de l'accès à la culture. Soit le proche âgé ne peut pas sortir du domicile, soit l'enfant en situation de handicap, il faut organiser les déplacements avec un véhicule adapté, etc. Aujourd'hui, il existe des solutions. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Oui, alors rapidement, là, je vais faire tout de suite écho à ce que tu dis pendant le confinement, ce qui a été mis en place. Le ministère de la Culture a mis en place une plateforme qui s'appelle Culture chez vous. Et du coup, pour le coup, c'est la mise en ligne. C'est une énorme plateforme, je vous invite vraiment à aller voir. On a plus de 500 acteurs du secteur de la culture qui sont dessus. Et l'idée, c'est de diffuser des visites virtuelles de musées. Enfin, il y a une offre sur le patrimoine français énorme. Du théâtre, enfin, des ateliers aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses, du coup, en ligne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a été mis en place pendant le confinement pour tous. Mais effectivement, là, ça a profité aussi aux aidants qui, comme tu le disais, étaient déjà en amont en difficulté peut-être pour se rendre dans tel ou tel lieu avec la personne qui les accompagne. Là, pour le coup, c'est une solution pour tous, mais qui convient et qui touche aussi les aidants et les personnes qui les accompagnent. Mais là, on est chez soi, et tu as d'autres aussi acteurs comme Philomène que tu Tout à fait. Voilà, Philomène, je voulais en parler également. Philomène, c'est une association qui est dédiée donc aux seniors et qui propose d'apporter la culture au domicile. Donc typiquement, c'est un intervenant donc spécialisé se rend au domicile de la personne en situation, en perte d'autonomie pour le coup, parce que c'est pour les seniors. Et l'idée, c'est de monter un projet avec la personne. Donc ça peut être des choses qui peuvent paraître simples, mais lire un livre ensemble, regarder un film ensemble, donc ça c'est au domicile. Mais effectivement, Philomène, ils organisent aussi des sorties à l'extérieur, une visite de musée par exemple, et l'intervenant s'adapte bien sûr aux capacités de la personne aidée, à l'aidant ou d'eux, et pour que ce soit dans un cadre aussi bienveillant et bénéfique pour tous. Et puis donc il y a Philomène et aussi France Alzheimer qui a un petit peu la même chose sur leur programme Art, Culture et Alzheimer, où là c'est la même idée, c'est des sorties dans des musées avec des ateliers, mais aussi adaptés aux aidés, à leur situation, à leur capacité. Ok. Alors il ne nous reste plus de temps, on a dépassé le temps. Je sais que tu voulais me parler d'autres acteurs comme les startups auxquels on pense rarement. Petite dernière, alors, 10 secondes. 10 secondes. Alors les startups, je voulais vous parler, ils sont nos Oopsistis TV.
Tu m'avais dit Optis TV, oui, c'est ça. Optis TV, voilà, Optis TV, donc c'est une plateforme, donc là c'est du streaming de théâtre, en fait de pièces de théâtre en streaming, et du coup bah, là c'est super, c'est un peu comme la plateforme Culture chez vous. Du théâtre. Hein. C'est le Netflix, ouais, voilà. C'est pas mal, c'est le Netflix du théâtre, et du coup bah, voilà, c'est aussi une offre intéressante, et comme tu disais, les startups, bon, on pense pas forcément à elles, mais elles sont très précurseurs. Ouais, ils proposent des solutions finalement qui peuvent bénéficier à tous. Voilà, c'est ça que je trouve génial, c'est que des solutions pour les aidants peuvent être bénéfiques à tous. Et contrairement, voilà, le contraire aussi. Okay. Voilà. C'est ça. Bon, on va arrêter là parce qu'on a dépassé le temps. Donc je vous dis tout de suite, d'ici quelques minutes, on se retrouve tous ensemble avec tous nos intervenants. Et puis je vous invite à poser vos questions et puis comme ça on pourra échanger tous ensemble. À tout de suite. Je reprends l'antenne parce que j'ai oublié de vous dire, donc on va, avant de faire une table ronde avec tous les intervenants que vous avez eu cet après-midi, on va vous diffuser le témoignage qu'on a évoqué déjà tout à l'heure plusieurs fois, d'une aidante qui a été accompagnée par Audience et dont le témoignage je trouve est très intéressant puisqu'il montre en fait le cheminement qu'elle a pu connaître, ou en tout cas les différentes étapes de son parcours d'aidante et comment elle a réussi à surmonter certaines difficultés qu'elle a pu rencontrer. Donc voilà, vous avez un petit témoignage qui dure quelques 5 minutes et puis après on se retrouve juste après pour échanger. À tout de suite. J'accompagne ma mère depuis 5 ans. Elle a des troubles cognitifs, qu'on appelle communément la maladie d'Alzheimer. Elle est désorientée et Audience m'accompagne depuis 3 ans. J'ai rencontré Audience lors d'un salon professionnel et c'est Audience qui m'a proposé de déposer un dossier. Quand je leur ai parlé de la situation de ma mère, Madame Perrichon m'a dit « Vous êtes aidante ». Je lui ai dit « Ah bon ?» Je connaissais le terme mais ça m'évoquait absolument rien. Donc j'ai déposé un dossier et en fait j'étais hyper active, je voulais toujours très bien faire, j'étais très stressée, j'en faisais 10 fois trop. Les difficultés, c'est de gérer le quotidien, c'est d'accepter, c'est surtout d'accepter et de reconnaître que ma mère avait besoin d'aide. Donc j'ai commencé à être beaucoup plus présente qu'avant. J'étais très très anxieuse de la voir diminuer. J'étais très active quand j'arrivais chez elle pour cacher cette anxiété, pour essayer de la faire redescendre. Donc je m'activais, je la critiquais en permanence. Pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça? Voilà, j'étais très active. Alors elle comprenait pas mon agitation, ça devait pas mal l'angoisser aussi, ça c'était au tout début. Puis après, petit à petit, les choses se sont mises en place. La colère est retombée aussi, j'avais énormément de colère. Ça c'était une de mes plus grosses difficultés à gérer, c'était ma colère. C'était ma peur de l'avenir, d'appréhender le futur, comment j'allais faire, je suis fille unique. Tout d'un coup, j'ai eu une espèce de montagne à surmonter. Bon, ça va bien parce que j'adore la montagne, la randonnée, l'alpinisme, donc j'étais un peu en terrain, mais très très inconnu. Et grâce à Audience, c'est vrai que je dis souvent qu'Audience a radicalement changé ma vie, mais c'est vrai, c'est autour de moi, tout le monde le constate. En 3 ans, j'ai parcouru un chemin qui est formidable quoi, pour moi, en tout cas dans la façon dont je peux être dans la relation avec ma mère aujourd'hui. Je me suis bordée. À chaque palier, j'ai essayé de trouver des solutions pour être accompagnée parce que je ne pouvais pas. Toute seule, j'y arrivais pas. Ce que je dirais de l'atelier Colette Roumanoff, c'est que c'est vraiment dans cet atelier-là que j'ai appris à comprendre la situation d'aidante et l'attitude à avoir par rapport à une personne qui a des troubles cognitifs. Ne pas poser de questions, par exemple, ça sert strictement à rien. Pourquoi l'embrouiller encore plus alors qu'elle est incapable de prendre des petites décisions pour elle? Ensuite, essayer de vivre les choses avec humour. Je me souviens, j'avais joué une scénette comme ça, où un jour j'étais arrivée chez ma mère, elle était en chemise de nuit, et puis on devait aller déjeuner au restaurant, et je suis arrivée, je me suis effondrée, j'ai hurlé, j'étais complètement hystérique dans tous les sens, mais enfin je t'ai appelé 3 fois pour te dire de te préparer. Je ne comprenais pas que c'était une maladie. Je me disais, mais non, elle a encore ses capacités. C'est ça la difficulté, c'est que moi je ne voulais pas voir qu'elle était malade et qu'elle allait petit à petit devenir de plus en plus dépendante.
Donc voilà, et j'ai rejoué cette scène avec beaucoup d'humour. Bah, tiens, on va aller au restaurant chemise de nuit, c'est une bonne idée. Et là, elle éclate de rire. Et comme elle a plein d'humour, bah, ça passe très très bien. Quand j'ai fait les ateliers d'art-thérapie, ça a été complètement autre chose parce que ça, c'était vraiment un atelier pour moi, l'art-thérapie. C'est un atelier qui m'a permis de me ressourcer, de me faire du bien, de penser à autre chose. Ce qui est important dans ces ateliers, en fait, avec Audience, c'est qu'on est avec des aidants. Donc avec des personnes qui vivent la même situation que nous, donc personne ne se juge, on a tous nos difficultés, on les appréhende différemment. Et dans l'atelier d'art-thérapie, voilà, j'ai contacté des choses, j'ai toujours aimé les beaux-arts, le dessin, voilà, il y avait de l'écriture, du dessin, on touchait à l'enfance, on était très très bien accompagnés dans ce cheminement créatif. Et donc, à la suite des ateliers, je me suis dit, je vais me réinscrire aux ateliers des Beaux-Arts de Paris. Donc, je me suis réinscrite en septembre 2016. Là, je viens de déposer mon dossier de 4e année. Et mon dossier de 4e année, par exemple, tourne autour de l'héritage, de la transmission et de la mémoire. Donc, je reboucle un petit peu ce que j'ai compris en atelier d'art-thérapie, puisque j'ai vraiment lié ça à mon héritage familial, à la situation qui évolue chez ma mère et à aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, moi, des dessins, des portraits de famille, puis aussi peut-être de passer à autre chose. Ça me semble aussi important. La juste place, elle vient au fur et à mesure de la perte d'autonomie de la personne. Au début, on ne peut pas être à la juste place parce que je n'ai pas accepté au début de voir ma mère comme ça. Au début, moi, j'étais qu'en colère, j'étais dans une souffrance énorme, dans une tristesse énorme, je pleurais tout le temps, je ne savais absolument pas comment j'allais me débrouiller par rapport à cette situation-là, vous voyez. Et là, quand je vois là en 5 ans tout le chemin que j'ai parcouru, je me dis juste que je suis contente, quoi. Je suis pas contente qu'elle soit malade, ma mère, mais je suis juste contente de savoir prendre soin de moi, parce que si je ne prends pas soin de moi, ça, je l'ai compris aussi grâce aux ateliers, je ne pourrais pas bien m'occuper d'elle. L'année dernière, ça a été une période très difficile. J'étais épuisée et au bout d'une semaine, j'ai voulu aller à un anniversaire, me changer un peu les idées. J'ai bu une petite coupe de champagne et j'ai eu un malaise vagal. Le corps m'a dit stop, je l'ai écouté. Je suis partie en janvier, je n'osais absolument pas partir 20 jours parce que je suis partie en Thaïlande dans un monastère pour faire une retraite bouddhiste. Et je suis rentrée de 20 jours de Thaïlande, de ma retraite, et les aides à domicile m'ont toutes dit « Ah, votre mère va beaucoup mieux depuis que vous êtes partie ». Et là, je me suis dit « Bingo !» C'est ce qu'il fallait faire, il fallait absolument qu'il y ait la bonne distance et qu'il y ait cette distance-là qui s'installe, sinon ce n'était pas possible. Dans les conseils que je pourrais donner également, c'est surtout ne pas regarder ce que la personne faisait avant, ça ne sert à rien, il ne faut pas se lamenter, il faut juste se dire oh, c'est formidable, elle peut encore marcher. Moi je peux encore aller marcher au parc avec ma mère à chaque fois que je vais la voir. Donc c'est d'être le plus possible dans le moment présent, dans ce qu'on peut vivre avec la personne que l'on aime, l'accompagner, lui donner de l'affection. Maintenant quand j'y vais, quand j'ai envie d'y aller, quand je suis plus détendue, c'est sûr que ça se passe beaucoup mieux. C'est évident. Ne plus me forcer à y aller, quoi. Faut plus, je veux plus me forcer à y aller. J'y vais quand je suis détendue, quand je suis bien, quand j'ai quelque chose à lui donner. Rebonjour à tous. Alors là, vous avez vu le témoignage de Jocelyne Sarian, qui est donc une aidante qui est accompagnée par Audience. Alors on vous a passé ce témoignage, c'était parce que justement je trouvais que ça illustrait un petit peu tout ce qui a été dit par chacun des intervenants qui sont autour de moi. Donc Éric Dubreuil, Marie Félion, Sarah Niquez, Mélissa Moudi et Justine Boyer, que vous connaissez, je pense, pour certains d'entre vous. L'idée, voilà, c'était vraiment de
de pouvoir illustrer un petit peu l'ensemble de la journée, terminer sur une note un peu positive, parce que finalement sa vidéo, son témoignage est drôle, elle évoque des anecdotes qui sont sympathiques. Alors j'avais une question que je voulais poser à chacun d'entre vous pour clôturer la journée, mais je vois qu'il y a des questions sur le chat. Donc ce que je vous propose, avant qu'on puisse discuter entre nous, c'est peut-être déjà de répondre aux questions. Alors là, il y en a qu'une. Donc je fais un petit rappel, hein, ceux qui sont encore présents avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Hein. Juste en fait créer votre chaîne, il suffit juste en fait nom, prénom, je crée ma chaîne et vous posez vos questions sur le chat. Alors là, il y en a une. Alors je regarde mon portable parce que du coup, c'est sur mon portable. Comment aider 3 enfants à s'accorder sur les mesures à prendre pour leurs parents en situation de handicap? Alors je pense que c'est peut-être une question plus pour nos assistantes sociales. Laquelle d'entre vous veut répondre? Justine? Allons-y. Ok. Tiens, je te laisse la parole. Alors, lorsqu'il y a des soucis d'accord entre les personnes d'une même famille, le mieux étant de faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui soit neutre et du coup, j'orienterai vers une médiation familiale. Ça me semble intéressant. Le médiateur va avoir un rôle du coup neutre et prendre de la hauteur sur la situation et avoir également en tête les dispositifs pour vous orienter correctement. Donc, Okay. Voilà Donc, à quoi je pensais. Médiation familiale. À condition que chacun des membres de la famille souhaite faire la médiation, parce que ça ne marche pas sinon. Ouais. Bah, du coup, c'est bien, ça va permettre de rebondir, parce que là, je ne vois pas d'autres questions. Du coup, on entend souvent la question la notion de conflit dans les familles. Chacun d'entre vous a un peu répondu à votre façon, comment on peut dépasser cette question ou désamorcer pour Sarah la situation de conflit. Peut-être qu'on peut réévoquer à nouveau, un petit peu donner quelques petites clés pour dépasser un peu ces conflits familiaux, parce que c'est vrai que souvent, les aidants, ce que j'entends, c'est qu'il y a des résurgences de conflits passés, parfois même qui datent de l'enfance, qui remontent souvent, c'est quand c'est les parents âgés, hein, bien sûr, dans la fratrie ou les sœurs qui finalement se crêpent chignon entre guillemets sur des choses en fait finalement qui sont pas très graves. Oui. Donc je sais pas si Sarah, peut-être si tu peux nous donner des clés. Quand j'entends conflit, j'ai déjà envie de dire conflit avec soi-même. Hein. L'aidant, il est en conflit avec soi-même. Je vous parlais de la culpabilité, de la colère, de la peur. Ça isole l'aidant. Ça isole l'aidant et il s'isole tellement qu'il croit être le seul à avoir la responsabilité de répondre aux attentes de l'aider. Et c'est de ça aussi dont il faut qu'il se détache. Non seulement il faut qu'il se détache des attentes qu'il a de l'aider, mais de ses propres attentes à lui et accepter finalement de ne pas être le seul responsable et le seul qui a les clés et le seul qui doit tout porter. C'est quelquefois là où il peut y avoir des conflits dans les familles parce qu'il y a quelqu'un qui prend un peu trop la place ou quelqu'un d'autre qui ne la prend pas assez. C'est très rare, c'est vrai. J'ai connu une situation comme ça, une maman, 3 filles, et la maman allait dans l'année 4 mois chez chacune des filles. Bon, ça c'est assez exceptionnel, mais c'est souvent des conflits, c'est vrai, qui reviennent parce que ça réveille peut-être d'autres conflits. C'est lié à l'attachement. Hein. Quand c'est une maman, une papa, c'est lié à l'attachement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui est l'aidant parlant, et c'est celui dont on parle là, il faut quelquefois, oui, c'est vrai qu'il se détache de ce surcroît de responsabilité qu'il se donne et de ne pas s'autoriser, en fait, à ne pas être le seul. Il n'est pas le seul. Voilà. C'est ce que tu disais un petit peu, Mélissa, en fait. Du coup, je te laisse réagir parce que je pense que... Non, ce que je voulais rajouter, c'est que tu posais la question quels seraient les outils ou la clé, peut-être concrète. On l'a déjà dit, mais c'est clairement se tourner peut-être vers des solutions et des acteurs extérieurs. Conflit avec la famille ou conflit avec soi-même, je pense que si on souhaite sortir d'un rapport soit déséquilibré ou soit de conflit, c'est compliqué de le faire tout seul. Même pour chacun d'entre nous, hein, même sans être aidant. Donc je pense que c'est une des solutions possibles, interpeller finalement une aide extérieure pour justement prendre du recul, réfléchir à ses propres traumatismes, à son histoire et pouvoir peut-être entamer un cheminement pour pouvoir régler peut-être ses conflits ou retrouver un espèce d'équilibre avec soi-même et du coup potentiellement avec sa famille, avec son aidé et avec les autres. Et je voulais revenir effectivement sur la notion d'isolement.
Je pense que c'est pas pour rien que c'est aujourd'hui la thématique de cette journée nationale des aidants. C'est du coup aussi l'importance de pouvoir communiquer sur sa situation d'aidant et demander de l'aide et être accompagné, parce que ça permet justement d'éviter cet isolement, d'avoir toujours un lien social avec l'ensemble des acteurs, que ce soit dans son entreprise ou auprès d'acteurs externes, comme nous, Audience ou encore d'autres. Ça permet peut-être de lutter contre cet isolement. Donc voilà, je pense que c'est une des premières solutions, c'est de parler, de communiquer, de trouver des solutions à l'extérieur. Oui, bah déjà, c'est en fait, finalement, accepter de se faire aider aussi, ça permet de ne pas porter seul le poids que se représente le fait de venir en aide à un proche. Oui, la responsabilité aussi, parce que du coup, ça pèse lourdement. Et puis, bah aussi, des fois, c'est des décisions à prendre. Et si on ne communique pas avec les autres membres de la famille, bah, forcément, elles ne sont pas forcément toujours comprises. Donc c'est sûr que c'est quand même important de faire passer le message. Je sais que tu insistes lourdement là-dessus, mais c'est vrai que quand on en discute, tu dis il faut en fait accepter de se faire aider. Et je pense que c'est un message quand même qui est important. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, a priori. Alors allez-y, il y a toujours des personnes qui sont en fait avec nous sur le chat, donc allez-y, posez des questions, parce que c'est l'occasion. On est en direct. Après, vous pourrez toujours revoir la vidéo en replay, mais on ne pourra plus vous répondre à ce moment-là. Alors sinon, en tout cas, je vais vous poser une question du coup, le temps que si les personnes en fait souhaitent réagir. Moi, finalement, ça pourrait être, si personne ne réagit, ça serait le mot de la fin pour chacun d'entre vous, surtout au regard du témoignage en fait qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça serait quelle en fait l'idée ou qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous souhaitez mettre en avant dans vos regards en fait de chacun, puisque vous avez chacun votre expertise. Eric, toi tu es sur la protection juridique des majeurs. Marie, toi tu es plutôt sur l'accompagnement avec les différentes solutions d'audience. Sarah, plutôt sur la question de la relation. Et vous, Justine et Mélissa, plutôt sur l'accompagnement psychosocial. Alors, vous avez défini ce que ça voulait dire tout à l'heure. Et du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant parce que chacun, vous avez votre regard. Et donc l'idée, c'est d'avoir un regard croisé entre différents experts. Alors, on va peut-être commencer par Eric. Alors, deux mots. Le premier, pour être un peu provocateur, c'était la journée des aidants et on a parlé des aidants. Et ma provocation, c'est de dire que la personne la plus importante quand même dans tout ça, c'est le majeur. Et que les querelles de famille, les querelles d'accompagnants, les querelles des uns et des autres à l'extérieur ne doivent pas laisser de côté l'intérêt la personne qu'on protège. Et je reviens également sur ce qui a été dit à propos des médiations. Dans le domaine de la protection des majeurs et du choix d'un instrument judiciaire pour accompagner un majeur, il y a des mesures, je le répète, qui sont contraignantes. La tutelle, c'est une mesure très contraignante. Et je crois que les familles qui se disputent, et quelquefois qui se disputent déjà dans le cabinet du juge avant que la mesure ne soit prise, doivent bien comprendre qu'il vaut mieux une tutelle familiale avec quelqu'un de la famille qui s'occupe des affaires du grand-père, du père, de la cousine, plutôt que quelqu'un de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que quelqu'un de l'extérieur le fera mal, mais il le fera d'un point de vue technique. Il y aura absolument uniquement l'application de règles. Il n'y aura pas de prise en considération autre que quel est strictement l'intérêt de la personne dont on parle. Et là, les positions des uns et des autres, moi je voudrais qu'on garde le studio à la campagne parce que mes enfants vont y passer les vacances de Pâques. Ça n'a plus rien à voir. Le problème, c'est s'il faut vendre ce studio pour le confort de la personne protégée, on le vendra. Donc encore une fois, il faut bien comprendre que techniquement, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un de la famille qui soit dans le cercle. C'est vrai. C'est vrai que ça paraît en fait logique de dire ça, mais si vous vous déchirez entre vous, vous allez perdre la main et au final, c'est la personne que vous aimez, pour laquelle vous vous déchirez, qui va en pâtir. Et puis qui mieux que en fait les proches en fait, de la personne qui est en difficulté peuvent mieux connaître la personne et la comprendre.
Ce ne sera pas une personne extérieure à la famille. Enfin, pas en tout cas dans la majorité des cas. Marie, je te laisse prendre la parole. Alors moi, pour conclure, je vais peut-être reprendre une phrase je vais reprendre une phrase du témoignage que vous avez entendu. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Donc, pour résumer, pour être disponible pour la personne que vous accompagnez, il faut que vous puissiez vous aussi prendre soin de vous. Alors, quel que soit le biais que vous utilisez, alors c'est un peu trivial ce que je dis effectivement, mais c'est important, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pour que vous soyez disponible pour la personne que vous aidez, il faut que vous soyez vous aussi disponible. Et bien, voilà, tout simplement. Du coup, Sarah, vas-y. C'est difficile de faire une synthèse, mais j'aurais envie de dire, oui, un autre langage, un autre regard. L'aidant n'est pas une victime. L'aidant est un héros. L'aidant est un héros. Et en fait, bien garder en tête que l'aidant, il les connaît, ces solutions. Il les a en lui, même s'il doit passer par les turpitudes de ces émotions qui sont assez déflagratrices. Il faut qu'il ait confiance, car je crois qu'il mérite toute notre attention. Voilà. Et tous ces groupes qui existent à Audience, que ce soit ceux de Colette Roumanoff ou ceux de Rosette Poletti, me confirment bien dans l'idée qu'ils ont les ressorts, ils ont les solutions, et ils ont surtout l'amour. Quand on pose une question, il y a eu un sondage qui a été fait, vous avez quand même 80% des aidants qui vous disent aider parce qu'ils sont unis par un lien affectif, et vous avez à peine 5% qui disent qu'ils le font parce que c'est leur devoir. Donc il ne faut pas oublier que ce lien, c'est un lien d'amour qui se respecte et qu'on doit écouter avec beaucoup de dignité. Voilà. Alors, héros, mais pas super-héros, hein, surtout. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est le message qu'on essaie de faire passer, c'est vous n'êtes pas des super-héros. Et donc... Dans ce sens-là, oui. Dans le sens, pas super-héros, mais dans le sens, ils sont héroïques. Hein, ils sont héroïques. Mélissa ? Difficile de conclure après tout ça. Quoi rajouter d'autre ? Je ne sais pas trop, à part que je suis plutôt d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Que moi, la majorité des aidants que je rencontre, effectivement, ils le font parce qu'ils sont liés et qu'ils le font naturellement, que ce n'est pas une situation subie ou contrainte. Et que souvent, effectivement, ils souhaitent de toute façon rester aidants et poursuivre leur rôle. Donc, moi, le plus important que je souhaite dire pour conclure mon intervention, c'est encore une fois l'importance d'évoquer cette situation. Et ma mission principale, en réalité, c'est juste d'aider les personnes aidantes à poursuivre leur rôle dans les meilleures conditions. Mais voilà, ils ont déjà ce rôle-là et la majorité du temps, ils sont déjà organisés de manière assez bien pour poursuivre ce rôle. Et si je voulais dire un petit mot, ça y est, ça me revient, c'était sur la prévention, justement, sur tout ce que vient de dire Marie, sur le fait de s'accorder du répit, de ne pas s'épuiser dans ce rôle. C'est important aussi, c'est quelque chose que je mets en avant dans les entretiens au cours de mon accompagnement, c'est d'éviter de se retrouver dans un épuisement. Et donc, du coup, de faire en sorte de jauger l'accompagnement où on se concentre uniquement sur l'aidant et pas sur la situation qu'il vit avec l'aidé. Voilà. Du coup, Justine, avant de te laisser la parole, je rappelle quand même que Justine est votre assistante sociale au sein de France Média Monde. Elle vous rappellera les modalités pour que vous puissiez la rencontrer. Mais du coup, on va terminer sur une note plutôt France Média Monde, pour les salariés de France Média Monde. Donc, qu'est-ce que tu as à leur dire ? Alors, est-ce que c'est pour faire de la promo, du coup, je suis présente 4 mercredis par mois. Et pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit, je pense que l'important, c'est justement cette communication, la fluidité entre tous les partenaires qui peuvent venir en aide ou accompagner les aidants. Et à mon sens, c'est justement cette communication, elle commence parfois par le service social parce qu'il y a ce biais de confidentialité puisqu'on est lié au secret professionnel. Donc ça peut être un point d'entrée aussi pour se confier, pour faire part de ses émotions, parfois celles qu'on n'a pas envie d'échanger, notamment sur le lieu de travail, et après de partir de là et de construire tout un accompagnement et d'adapter du coup votre parcours en entreprise avec les dispositifs existants dès lors qu'on a connaissance de ce statut, de ce rôle d'aidant. Voilà.
Donc pour moi, je dirais que c'est la communication qui est très importante pour après ouvrir toutes les cases de tous les dispositifs qui peuvent prendre soin de vous, de l'aidant et de l'aider, et de toute la famille qui est autour aussi de ces personnes-là. Voilà. Okay. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc du coup, on va pouvoir conclure. Je tenais à remercier, à moins que quelqu'un, peut-être, vous souhaitez rajouter quelque chose. Non. Donc je tenais à remercier France Média Monde et puis Lucie Liborio de nous avoir invités pour vous proposer ces ateliers. Je pense que c'est une vraie chance d'être dans une entreprise bienveillante vis-à-vis de ses salariés qui sont aidants. C'est pas le cas partout et donc c'est toujours comme quelque chose qu'il faut louer quand des initiatives telles que celle-ci sont proposées. Donc voilà, merci Lucie, je sais qu'on aura l'occasion d'échanger davantage par la suite et puis je vous dis à bientôt, au revoir.